Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de la série Mon portefeuille CTO, série dans laquelle je présente chaque trimestre l'évolution de mon portefeuille CTO. Alors comme on peut le voir à l'écran, le portefeuille CTO est désormais valorisé à hauteur de 54 446 € avec une très belle reprise haussière au cours des 3 derniers mois. Je dois avouer à titre personnel que j'ai une préférence pour les marchés baissiers plutôt que pour les marchés haussiers. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de trouver des opportunités en marché baissier, notamment sur les entreprises qualitatives. Alors j'ai intitulé cette vidéo « Et maintenant » car on va justement s'intéresser à l'évolution graphique de l'indice américain S&P 500 pour voir un peu ce que l'on peut attendre du S&P 500 au cours du prochain trimestre et surtout comment on va pouvoir opérer en fonction des conditions de marché. Bien entendu, on va commencer cette vidéo en regardant en détail la composition de mon portefeuille et puis nous jetterons un œil à l'indice S&P 500 pour regarder les niveaux clés à suivre au cours des prochains mois. Alors très rapidement, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ce rappel d'usage étant fait, nous pouvons passer à la suite de la vidéo. Alors pour ceux qui découvrent mes vidéos, je rappellerai ici que j'utilise une approche active de type bottom-up. Alors bottom-up, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je ne tiens pas spécialement compte de la macroéconomie. Alors bien entendu, cela ne m'empêche pas de garder un œil sur l'évolution des politiques monétaires des grandes banques centrales de la planète. Donc je ne tiens pas compte de la macroéconomie et j'essaie plutôt de me focaliser sur les fondamentaux des entreprises en entrant celles-ci en portefeuille à un prix qui me semble raisonnable. Alors à un prix qui me semble raisonnable sur quelle base? Premièrement sur base des multiples de valorisation et puis deuxièmement sur base d'un DCF. J'utilise donc une approche active à la Peter Lynch, je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur le sujet, dans laquelle je me focalise essentiellement sur deux catégories d'actions, à savoir les fast growers d'un côté et les stalwarts de l'autre, avec un angle qualitatif inspiré du quality investing, c'est-à-dire de l'investissement dans la qualité. Et auquel j'ajoute une petite allocation spéculative à hauteur de 5% du portefeuille environ, en investissant dans des actions que je qualifie d'hyper fast growers et qui sont des entreprises non rentables, mais à l'upside potentiellement très important. Au final, je me retrouve avec un portefeuille investi à hauteur de 70% dans des quality stocks, donc bien au-delà de ce que faisait Peter Lynch, puisqu'il avait environ 40 à 60% de quality stocks en portefeuille de son côté. Et puis j'investis le reste éventuellement dans des valeurs cycliques. Alors ce n'est pas le cas en ce moment parce que j'estime qu'il n'est pas opportun pour le moment d'être investi dans des valeurs cycliques. J'investis éventuellement également dans des turnarounds et puis éventuellement dans des slow growers également, c'est-à-dire des valeurs de rendement, mais de manière très limitée. Bien entendu, j'occulte l'approche à la Graham, c'est-à-dire les asset plays qui ne conviennent pas vraiment à l'approche que je souhaite avoir. Donc on se retrouve avec un portefeuille investi essentiellement sur des valeurs qualitatives, mais on va également trouver des opportunités selon les conditions de marché dans les autres catégories que je viens de mentionner. Mon objectif, bien entendu, est toujours d'atteindre le million d'euros en bourse d'ici 2049, date à laquelle je compte prendre ma retraite, en suivant un processus simple mais efficace qui consiste à épargner, si possible beaucoup, à investir cette épargne en bourse via du stock picking et à me constituer à terme un patrimoine financier à long terme. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est ce qu'on peut voir à l'écran, mes portefeuilles sont valorisés à hauteur de 95 000 €, à savoir que le PEA est valorisé à hauteur de 40 151 € et puis le CTO est valorisé à hauteur de 54 446 € début février 2023. J'ai donc pour le moment atteint 9,5% de mon objectif final, à savoir que mes portefeuilles sont valorisés à hauteur de 95 000 € pour un objectif final situé à 1 million d'euros. Alors cela signifie deux choses. Premièrement, c'est que l'objectif final est encore loin. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, ça signifie qu'il faudra rester patient et concentré encore de très longues années.
Et donc ça implique que, bien entendu, si on fait du stock picking et qu'on achète ces actions en vif, il est important d'avoir conscience que cela requiert du travail et un travail relativement régulier. Et donc si on n'a pas énormément de temps à consacrer à l'investissement en bourse, si on n'a pas de temps à consacrer à la lecture des états financiers, il est préférable potentiellement d'investir dans des ETF, d'acheter le marché en essayant de capter les rendements du marché. De mon côté, l'analyse financière est une passion et donc je prends beaucoup de plaisir à lire les états financiers des entreprises et à essayer de déterminer des prix d'achat sur des titres potentiellement qualitatifs ou qui ont un upside relativement important. Alors on va passer à la composition du portefeuille CTO. Au moment où je tourne cette vidéo, portefeuille CTO valorisé 54 446 euros. Et je vais commencer par les liquidités en haut à droite. Les liquidités représentent actuellement 5,8%. Alors on va ensuite retrouver 4 lignes focalisées sur l'or. Une première ligne qui est un ETC qui va répliquer les cours de l'or physique. Donc c'est l'ETC iShares Physical Gold pour 0,8% du portefeuille. On va ensuite retrouver un ETF qui traque les gros producteurs aurifères à travers le monde. C'est l'ETF iShares Gold Producers qui représente 1,4% du portefeuille. Et puis on va retrouver deux entreprises aurifères, Barrick Gold d'un côté qui représente 1,1% du portefeuille et puis AngloGold Ashanti qui représente également 1,1% du portefeuille. Et bien entendu, l'or peut être intéressant à avoir en portefeuille en période inflationniste. Alors on va retrouver ensuite des toutes petites positions spéculatives qui n'apparaissent pas à l'écran, en tout cas les noms n'apparaissent pas à l'écran ici. Ces positions sont extrêmement minimes dans le portefeuille. On va retrouver par exemple Didi Global ou Coupang, et donc ces positions sont vouées à évoluer, soit elles seront clôturées à un moment, soit elles seront renforcées. Bien entendu, je me laisse la possibilité de faire l'un ou l'autre au cours des prochains trimestres. On va ensuite retrouver un ETF sur la Turquie, donc le Lyxor MSCI Turkey ETF, qui représente 1,4% du portefeuille et qui est en plus-value d'environ 60% actuellement. On retrouve ensuite Nvidia pour 2,9% du portefeuille, Micron pour 2,1% du portefeuille, Moderna pour 2,4% du portefeuille, Illumina pour 1,1% du portefeuille, puis une position un peu plus spéculative, Sea Limited, entreprise non rentable singapourienne avec un potentiel en tout cas intéressant en Asie du Sud-Est qui représente 3,2% du portefeuille. On va retrouver ensuite Estée Lauder que j'avais entré en portefeuille il y a 3 mois. Donc j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. J'étais entré à un cours d'environ 190 $, un petit peu au-dessus. Et donc au moment où je tourne cette vidéo, le cours d'Estée Lauder est aux alentours des 270 $. Donc l'action a littéralement bondi et donc je n'ai pas pu renforcer ma ligne. On verra si c'est le cas et si jamais l'action revient sur des niveaux qui me semblent intéressants, je n'hésiterai pas à renforcer ma ligne sur Estée Lauder. Donc Estée Lauder représente 2,3% du portefeuille. On va ensuite retrouver PayPal qui représente 4% du portefeuille, puis Salesforce qui représente 6,8% du portefeuille et Adobe qui représente 9,2% du portefeuille. Les actions Salesforce et Adobe se sont très bien reprises au cours des dernières semaines. Alors on va passer à gauche du diagramme circulaire en commençant par le bas. Donc Alibaba représente désormais quasiment 10% du portefeuille avec une très belle reprise haussière sur Alibaba qui a pris environ 100% en 3 mois. On va également retrouver Amazon qui représente désormais 9,5% du portefeuille, puis Alphabet 7,3% du portefeuille et enfin Tencent Holding qui représente 8,2% du portefeuille et qui là aussi s'est très bien repris puisque l'action a doublé en l'espace de quelques semaines. Alors pour en finir avec la composition du portefeuille, on va s'arrêter très rapidement sur Meta Platforms. On voit que Meta Platforms représente désormais près de 20% du portefeuille CTO. Alors cela s'explique pour deux raisons. La première raison, c'était que Meta Platforms était l'une de mes premières convictions et donc c'était l'une des plus grosses positions, si ce n'est la plus grosse position de ce portefeuille CTO. Et puis la deuxième raison, c'est que Meta Platforms a vu son cours de bourse doubler au cours des dernières semaines avec une hausse extrêmement rapide ces derniers jours. Et donc au final, je me retrouve avec une ligne Meta Platforms très importante qui représente quasiment 20% du portefeuille. Alors on verra si je conserve l'entièreté de cette ligne ou si j'allège légèrement. Pour l'instant, je suis dans l'optique au moment où je tourne cette vidéo de conserver ma ligne pour le long terme.
et donc je pense que mes apports viendront diluer en partie cette ligne au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Alors selon les conditions de marché, et si le marché m'en donne la possibilité, j'essaierai au cours des prochains mois probablement de renforcer mes lignes Alphabet, Amazon et Estée Lauder. Bien entendu, on verra ce que me donne le marché et donc il faudra rester patient à mon avis. Bien entendu, je suis également d'autres actions, des actions sur lesquelles j'aimerais entrer, mais que j'estime ne pas être encore au bon prix et donc il faudra rester patient là aussi. Alors on voit ici la composition agrégée de mon portefeuille CTO. Vous pourrez mettre sur pause pour regarder tout ceci en détail. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la plus-value latente est de 10,7% au moment où je tourne cette vidéo. Donc on a une très belle remontée par rapport à la dernière vidéo où la moins-value était d'environ 5%. Donc plus-value latente sur base de la somme de mes apports. On le voit dans la colonne valeur prue tout en bas. Et puis sur base de la valeur de marché, on le voit également à l'écran. Donc la plus-value latente est de 10,7% au moment où je tourne cette vidéo. Maintenant, il faut bien garder à l'esprit que les marchés devraient rester volatiles et donc que cette plus-value latente peut augmenter comme diminuer fortement au cours des prochains mois. De mon côté, j'espère sincèrement que le marché repartira sur une nouvelle jambe de baisse, auquel cas je pourrais renforcer certaines des lignes et puis construire d'autres lignes qui m'intéressent particulièrement. Alors ce qu'on va faire très rapidement, c'est qu'on va regarder les différentes lignes de mon portefeuille chez mes deux courtiers. Donc vous avez ici une capture d'écran de mes comptes donc CTO chez mes deux courtiers, l'un chez Interactive Brokers au Royaume-Uni, puisque je réside désormais au Royaume-Uni, et puis l'autre chez XTB en France, et donc je vais vous montrer les deux comptes. Et donc sur ce premier compte, donc le compte Interactive Brokers, on voit qu'on est en livres sterling. Donc je vous ai fait une conversion ici de la valeur du portefeuille en livres sterling et je la convertis ici en euros qui reste ma devise de référence. Pourquoi? Parce que mon objectif est à terme de m'installer, en tout cas pour la retraite, en France et donc de finir ma vie probablement en France et donc je raisonne plutôt en euros. Alors on peut voir que la plus-value latente est actuellement de 7228 pounds, donc livres sterling, et on voit ici que la trésorerie, donc les liquidités, sont actuellement de 2177 livres sterling, arrondi à 2178 ici. Alors au niveau des mouvements trimestriels, on voit que j'ai renforcé ma ligne Amazon de 10 actions. On voit également que j'ai renforcé ma ligne Salesforce de 5 actions. Et puis on va retrouver une ligne ici pour laquelle je n'ai fait aucun achat, tout simplement parce que cette ligne m'a été donnée par Tencent Holdings. Et donc elle n'apparaît pas pour le moment dans mon portefeuille, je vais la rajouter. Elle sera rajoutée pour la prochaine vidéo. Je dois le faire également sur mon portefeuille CTO, donc sur ma Google Sheet CTO. Et donc, ces actions m'ont été données par Tencent Holdings qui a distribué les actions qu'elle détenait dans Meituan à ses actionnaires. Et donc, j'ai récupéré 10 actions pour une valeur d'environ 200 euros. Il faut que je le rajoute à la valorisation de mon portefeuille. Enfin, au niveau actions toujours, j'ai renforcé ma ligne Micron Technologies, donc de 10 actions. On est passé ici à 20 actions pour une valorisation actuelle de 1248 $. Alors, on peut voir ici dans cette colonne les plus-values et moins-values non réalisées, donc les plus-values latentes. On voit par exemple que Tencent Holdings est en hausse de 36%, que Meta Platforms est en hausse de 33%, qu'Adobe est en hausse de 19%, qu'Alibaba sur cette ligne est en hausse de 27%. Je vous rappelle que j'ai également une autre partie de ma position chez XTB. Et puis on voit que Meituan, les actions qui m'ont été données par Tencent Holdings, est en hausse de 24%. Par ailleurs, on voit que Nvidia est en hausse de 46%, que Moderna est en hausse de 34%, Estée Lauder 34%, AngloGold Ashanti 39% et Barrick Gold 25%. Autrement dit, cette partie du portefeuille a très bien performé au cours des dernières semaines. Alors on passe maintenant à mon compte XTB. Je vous rappelle que mon objectif est à terme de mettre tous les ETF chez XTB et toutes les actions chez Interactive Brokers. Donc à terme, je nettoierai au fur et à mesure ce compte XTB en faisant passer les actions sur mon compte Interactive Brokers. Probablement que je vendrai d'un côté pour acheter de l'autre, ce qui sera beaucoup plus rapide. Et puis je ne mettrai ensuite que des ETF sur ce compte XTB puisqu'il y a un choix d'ETF très intéressant et puis surtout qu'il n'y a pas de commission sur les ETF. Alors ici, il n'y a pas grand-chose à commenter, simplement que ma ligne Alibaba ici est en moins-value de 23%, elle est en plus-value de l'autre côté de plus 27%.
Au final, l'un compense quasiment l'autre. Et puis, on va retrouver surtout une belle évolution de l'ETF MSCI Turkey. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo CTO. Et puis, on voit que les lignes investies dans l'or performent également très bien, puisque l'iShares Gold Producers est à plus 15% quasiment. Et puis, le iShares Physical Gold est en hausse de quasiment 21%. On voit qu'également j'ai un reliquat ici d'actions Barrick Gold. C'est pareil, ces actions à terme iront sur mon compte Interactive Brokers. Alors j'en profite pour vous signaler, pour ceux que ça intéresse, que mon courtier XTB offre actuellement une action gratuite pour toute ouverture de compte. Et donc je vous ai mis un lien sous la vidéo si cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil éventuellement, notamment si vous cherchez un courtier. Alors au niveau des prises de position au quatrième trimestre 2022, on voit que je n'ai pas fait grand-chose. J'ai plutôt été attentiste sur le CTO et plutôt actif sur le PEA. Et donc ce qu'on peut voir à l'écran, c'est que j'ai simplement procédé à 3 renforcements, et c'est ce qu'on a vu auparavant. J'ai renforcé Amazon, Salesforce et Micron. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé courir le marché. Je ne rentre jamais dans des FOMO, donc dans la fear of missing out, c'est-à-dire le fait d'acheter comme ça lorsque le marché s'envole. Je laisse courir le marché, et puis moi ce que j'aime faire, c'est acheter sur des replis et ne jamais acheter dans l'engouement ou l'enthousiasme le plus total. Donc j'ai laissé courir le marché, j'ai continué à procéder à des apports, ce qui me permet d'augmenter mes liquidités, et puis j'attendrai bien entendu des replis sur action pour pouvoir renforcer certaines lignes ou construire de nouvelles lignes dans ce portefeuille CTO. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se focaliser sur l'indice américain S&P 500, un indice qui s'est très bien repris au cours des derniers mois. Et ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est d'identifier les niveaux techniques importants pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer au cours des prochains mois. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'indice S&P 500 a connu une hausse vertigineuse entre mars 2009 et 2021, l'indice passant de 666 points à près de 4900 points. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indice S&P 500 entre le point bas et le point haut est un set bagger. Ça veut dire qu'il a vu sa valorisation être multipliée par 7. Le deuxième point, et c'est ce qu'on voit ici à l'écran, c'est que vous savez que j'utilise des moyennes mobiles exponentielles et que j'utilise 4 zones de moyennes mobiles exponentielles, la zone noire étant représentée par des moyennes exponentielles 52, 55 périodes. Alors pourquoi 52, 55 périodes? Tout simplement parce que j'utilise toujours un nombre de Fibonacci dans mes moyennes mobiles, ça fonctionne très bien. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'indice S&P 500 est venu chercher et vient très régulièrement chercher ses moyennes mobiles. On le voit ici en 2011, on le voit également ici en 2015, et puis on le voit à nouveau ici en 2018 et 2020 ici, et de nouveau ici en 2022-2023. Et donc on a un indice qui vient chercher régulièrement ces moyennes mobiles 52-55 périodes pour mieux rebondir. Et donc on voit que c'est encore le cas aujourd'hui et que l'indice est en train de tenter une nouvelle accélération haussière. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette accélération haussière va amener de nouveaux plus hauts? Alors c'est une possibilité. Ou bien est-ce que cette accélération haussière est en réalité un bear market rally qui nous annonce une reprise baissière beaucoup plus importante? C'est une autre possibilité. Alors on voit ici que les moyennes mobiles sont en train de se resserrer, pour autant elles sont toujours haussières. Donc ça c'est un élément qui fait aussi que le marché reste relativement dynamique. Ces moyennes mobiles sont haussières, le marché reste dynamique et reste haussier, en tout cas le rebond est vigoureux pour le moment. On voit que c'était le cas ici, c'est-à-dire que les moyennes mobiles commençaient à se contracter, donc entre 2007 et 2008, avec un marché qui était venu chercher justement ces moyennes mobiles 52-55 périodes avant de se reprendre. Alors ce qui s'était passé en 2009, c'est que le marché s'était très bien repris ici sur les zones de moyenne mobile 52-55 périodes avant de repartir à la baisse et de plus belle comme on peut le voir ici. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a un peu la même chose, le marché s'est très bien repris ici. La question c'est est-ce que ces moyennes mobiles descendantes ici, donc les moyennes mobiles les plus courtes, ne vont pas à un moment faire office de zone de résistance? C'est généralement le cas et donc on peut imaginer qu'à un moment le marché va bloquer sur ces moyennes mobiles. Et donc si c'est le cas, on devrait le savoir puisqu'on devrait avoir des structures de retournement en chandelier japonais, donc soit une étoile filante, soit éventuellement une étoile du soir ou encore une englobante baissière par exemple. Et dans ce cas-là, on aurait potentiellement ensuite une accélération baissière qui nous ramènerait dans un premier temps sur ces niveaux et dans un second temps sur des niveaux beaucoup plus bas. On peut penser notamment au plus haut
du mois de février 2020 avant le crack qui a suivi en février-mars 2020. Et donc pour le moment, d'un point de vue graphique, on est dans une zone d'incertitude, c'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie que le marché va continuer à monter et on n'a aucune garantie que le marché va continuer à baisser. Il va falloir attendre des validations, donc soit au niveau des chandeliers japonais, soit au niveau du marché lui-même, c'est-à-dire que si le marché repart fortement à la baisse, il faudra rester méfiant, je pense, puisqu'on pourrait tout à fait revenir chercher les niveaux ici de février 2020, donc avant le crack de mars 2020. Donc une fois qu'on a dit ça, globalement, on peut regarder maintenant les zones de retracement de Fibonacci sur base du point bas de mars 2020. Je pense que c'est un point bas intéressant puisqu'on a eu le crack de février-mars 2020 et puis une très forte reprise haussière sur base de ce crack. Et donc quand on place les retracements de Fibonacci ici, je vous rappelle que dans un marché haussier, idéalement, on est censé acheter entre les zones 38,2% et 61,8% si on veut se placer éventuellement dans la tendance. Ça, ce sont des réflexes de trader plus que d'investisseur, mais ce sont des choses que l'on peut regarder si on aime l'analyse graphique, l'analyse technique. Et donc, on voit que le marché s'est retracé de 50%. C'est généralement ce qui se passe dans ce genre de mouvement extrêmement haussier. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de venir chercher les 23,6% puisque généralement les ratios de Fibonacci fonctionnent par palier comme ça, donc un ou deux paliers. Donc ici, on est ici au retracement 23,6, on vient chercher le 38,2, on remonte au 23,6, on descend au 50, on revient chercher le 38,2, on remonte au 23,6. Ça fonctionne souvent par palier intermédiaire. Et donc la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train ici de remonter sur ces paliers pour mieux redescendre? Ça, c'est une question qu'il faudra se poser et on aura la réponse dans les prochaines semaines, c'est une garantie. Alors si jamais ce niveau de 23,6 venait à faire office de zone de résistance, en plus des moyennes mobiles ici qui sont descendantes, en tout cas les moyennes mobiles courtes, ce qui pourrait se passer, c'est que l'indice américain revienne chercher dans un premier temps le niveau 38,2, 50%, puis éventuellement pour aller chercher le niveau plus intéressant ici, situé à 61,8% de retracement. Et donc si c'était le cas, on pourrait avoir un S&P 500 qui viendrait ici rechercher non seulement les plus hauts de janvier-février 2020, pardon, et puis surtout plus intéressant qui reviendrait chercher ici les 3100 points, 3200 points. Et donc on aurait potentiellement ici un courant acheteur puisque certains investisseurs qui auraient pour désir de se repositionner dans la tendance pourraient éventuellement utiliser ce retracement pour se positionner. Voilà, bien entendu, si ce niveau venait à lâcher, on aurait ensuite un objectif à 78,8% situé à 2800 points. Je pense que tous ces niveaux sont très importants à garder à l'esprit lorsqu'on investit sur le marché américain et notamment pour ceux qui souhaitent trouver des points d'entrée sur repli. Donc les niveaux à suivre dans les prochains mois seront les niveaux, bien entendu, ce niveau situé à 4300 points. Grosso modo, de mon côté, je m'attends à retrouver un courant vendeur sur les 4300 points, donc peut-être dans les prochaines semaines, et ça c'est d'un niveau, en tout cas au niveau graphique, technique. Et puis si jamais ce niveau effectivement voit l'apparition d'un courant vendeur, le retour de vendeurs à découvert peut-être, ou de vendeurs tout simplement, de vendeurs qui viendraient prendre leurs bénéfices, on pourrait éventuellement redescendre sur les 3900 points dans un premier temps, les 3500 points dans un second temps, donc ici, et puis éventuellement les 3100 points dans un troisième temps. Alors si jamais on voyait l'apparition d'un courant vendeur sur ces niveaux, donc à 4200 points ou 4300 points, on a une marge d'erreur ici, on pourrait avoir éventuellement un premier niveau intéressant à 3900 points, un deuxième niveau intéressant à 3500 points, donc les 50% de retracement, et un troisième niveau intéressant autour des 3100 points, donc à 61,8% de retracement de ce mouvement. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut également placer des zones de support et de résistance. Donc je vous ai placé ici un canal haussier en bleu avec une zone de support oblique ici, une zone de résistance oblique ici, et puis je vous ai mis une zone ici qui était potentiellement zone de résistance au départ, basée sur les points hauts de 2006-2007 et qui fait office de zone de support désormais. Donc on a tout simplement un marché qui évolue dans un canal haussier depuis 2009. En ce sens, le mouvement haussier commencé en 2009 n'est pas terminé puisqu'on est toujours dans ce canal haussier. Et puis on est venu chercher une zone de support ici intéressante. La question qu'on se posera, c'est est-ce que ce rebond sur cette zone est fait pour durer ou est-ce que c'est simplement un rebond technique sur des zones de support très importantes avant une reprise baissière beaucoup plus marquée.
Et là, pour le moment, on n'a pas la réponse, on devrait l'avoir au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Alors, ce qu'on va faire pour terminer pour le S&P 500, c'est qu'on va se focaliser sur le RSI 14 périodes et on va noter deux choses, et même trois choses. La première chose, c'est qu'on observe une divergence baissière ici sur le RSI, divergence baissière qui nous renverrait ici à 2018 et à un niveau d'environ 3000 points. Ça veut dire que tant que le S&P 500 n'est pas venu retester la zone des 3000 points, on a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Pourquoi? Parce qu'on a cette divergence baissière qui nous dit que peut-être que le marché à un moment va venir rechercher ces 3000 points. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on voit qu'on a une zone de support ici au niveau du RSI qui est toujours active. On voit qu'elle fonctionne très bien. À chaque fois qu'on vient chercher cette zone de support depuis 2009, le marché rebondit. Donc ici, ça rebondit. Ici, on est à proximité, ça rebondit. On mèche, donc on vient chercher le support ici, ça rebondit. Ici, ça rebondit. Et puis, on est venu chercher une quatrième fois ce support et même une cinquième fois. Et puis, ça rebondit de nouveau. Donc ça, c'est un point très important. Pour l'instant, on est en train de rebondir. On voit que les niveaux sont de plus en plus faibles. Ce rebond est relativement faible. Et le risque, c'est qu'à un moment, on vienne casser cette zone de support au niveau du RSI. Et ça correspondrait bien évidemment à une cassure ici du support oblique actif depuis 2009. Et auquel cas, bien entendu, si on regarde l'historique ici, on pourrait avoir un RSI qui vient chercher sa zone basse. Ça a été le cas en 2002-2003 et c'était le cas en 2008-2009 ici, correspondant bien entendu à la partie la plus baissière du marché baissier. Ce qui veut dire que si on venait à casser cette zone ici au niveau du RSI, on pourrait avoir une très forte accélération baissière au niveau du marché américain qui pourrait bien évidemment nous renvoyer autour des 3000 points, voire des 2800 points. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, j'ai envie également de dire que de mon côté, du coup, j'ai envie d'être prudent, j'ai pas envie de m'emballer, je n'ai pas envie de suivre le FOMO, de suivre l'accélération haussière, je reste prudent et je m'attends potentiellement à une correction, en tout cas de ce mouvement, auquel cas il y aura des choses à faire sur repli et éventuellement d'une nouvelle jambe de baisse qui pourrait être beaucoup plus marquée. Donc ça veut dire en d'autres termes que l'idée est de rester prudent, éventuellement de construire ses positions, ses lignes à tâtons. Alors mon mode de fonctionnement au cours des prochains mois, ça va être de privilégier une approche bottom-up, c'est-à-dire que je ne vais pas vraiment faire attention à la macroéconomie. Ce qui compte, c'est les fondamentaux des entreprises. Est-ce qu'on est capable de trouver des entreprises ayant de très beaux fondamentaux à des prix raisonnables? C'est surtout ça la question. Deuxièmement, regarder le marché action par action et non pas regarder l'indice. Alors c'est exactement ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire qu'on a regardé l'indice américain. Pour autant, dans cet indice américain, il y a non seulement des actions décotées ou des actions proches de leur fair value, de leur valeur intrinsèque et qui sont potentiellement qualitatives et qui donc vont avoir une valeur intrinsèque qui va augmenter au cours du temps et donc il peut être intéressant d'acheter ces actions, y compris aujourd'hui. Troisièmement, je vais conserver une vue à long terme, c'est-à-dire que l'idée c'est de construire des lignes dans une perspective de long terme, c'est-à-dire à minima 5 ans, mais plutôt dans ma tête, en tout cas pour les entreprises qualitatives, plutôt 7 ans, 10 ans, 15 ans ou plus. Et puis dernièrement, l'idée va être de construire et de renforcer mes lignes uniquement sur repli et certainement pas dans des FOMO. C'est malheureusement ce que font trop souvent la plupart des investisseurs particuliers. Il est important, à mon avis, d'éviter de construire ces lignes dans des accélérations haussières très fortes. Pourquoi? Parce que généralement, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a des replis et qu'on peut rentrer à des prix éventuellement plus intéressants et en tout cas sans stress. Alors très rapidement, je vais évoquer deux des offres que je propose sur mon site internet. Vous retrouverez deux liens sous la vidéo. Alors je propose notamment désormais la possibilité d'acquérir mes analyses à l'unité. Je réalise 2 analyses d'entreprise par mois et donc vous pouvez les acquérir à l'unité si vous le souhaitez. Donc il s'agit d'un dossier d'une vingtaine de pages dans lequel je présente l'entreprise en question, l'intérêt éventuel d'investir dans cette entreprise, mes 15 points de contrôle, une valorisation complète via les multiples de valorisation et un DCF, et puis une analyse graphique ainsi que mon opinion d'investisseur. Donc si la lecture de ces analyses vous intéresse, vous trouverez un lien sous la vidéo. Par ailleurs, si vous souhaitez suivre l'évolution de mes portefeuilles en temps réel sans forcément lire mes analyses, vous avez bien entendu la possibilité de le faire en souscrivant à l'offre portefeuille EIP. Voilà, je vous laisse regarder tout ça si ça vous intéresse et puis on peut passer à la suite de la vidéo.
Alors, comme d'habitude, je vais conclure cette vidéo en vous posant une question. Cette fois-ci, la question est la suivante. Pensez-vous, comme Jim Cramer, que le marché soit entré dans un nouveau bull market, ou bien pensez-vous, comme Jeremy Grantham, que le plus dur reste à venir? Voilà, n'hésitez pas à partager votre réponse en commentaire, c'est toujours intéressant pour la communauté. Et bien entendu, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours bon pour ma motivation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.